Je te remercie, Théoman. Et bonsoir à toutes et à tous pour leur participation et pour leur présence dans ce webinaire. Je vous remercie infiniment. Je commence par une petite objection. Je commence cette petite présentation qui va durer à peu près une demi-heure. Je commence cette présentation par une petite objection, mais que je trouve très importante, parce que normalement, ce soir, c'est présenté comme le nom de cette soirée, c'est Diyanet, ou bien la présidence turque des affaires religieuses, dans le contexte de la laïcité, la liberté de religion et de conscience en Turquie. Probablement, je n'ai pas très très bien prononcé le titre, mais c'est à peu près comme ça. N'est-ce pas? Oui, exactement. Ouais. Tout d'abord, j'ai une petite objection, parce que la liberté de religion et de conscience, c'est quelque chose de très important. Par exemple, comme la liberté d'expression, mais comme la liberté d'expression, comme la liberté de religion et de conscience, ce sont des libertés qui relèvent des citoyens. Ce sont les libertés des citoyens. D'ailleurs, dans la Convention européenne des droits de l'homme, si je ne me trompe pas, c'est l'article 9 de la Convention qui définit la liberté de conscience et de religion de tous les citoyens qui font partie de la Convention. La liberté d'expression, c'est le fameux article 10 de la Convention. Et ces deux articles n'ont rien à voir avec le principe de laïcité. Parce que la laïcité, c'est un concept qui relève de l'État, de l'appareil d'État. Et tandis que la liberté de conscience et de religion, c'est autre chose. C'est une liberté fondamentale des citoyens, dirais-je. Donc, probablement, le Diyanet n'a presque rien à voir dans cette histoire de liberté de conscience et de religion. C'est l'appareil d'État qui est chargé de tout cela. Vu cette objection, donc, je commence à mon sujet, mais je vais y revenir. On peut analyser la question de cette présidence des affaires, la présidence turque des affaires religieuses sous 4 aspects. Le premier, c'est l'aspect religieux de la chose. Mais pour analyser cet aspect religieux de la chose, je suis sûr que moi, je ne suis pas la personne la mieux placée. Donc, je ne veux pas entrer en détail de cette histoire de la religion et le Diyanet. Au lieu de dire chaque fois la présidence religieuse, la présence sur des affaires religieuses, je me contenterai de dire Diyanet. Diyanet qui signifie, c'est un mot qui est dérivé de din, din c'est la religion. Quand je prononce le mot Diyanet, cela signifie que c'est la présidence turque des affaires religieuses. Donc le premier aspect, c'est l'aspect religieux. Moi, je ne suis pas le compétent du sujet, donc je ne vais pas entrer dans ce sujet-là. Le second aspect de la chose, c'est l'aspect institutionnel de Diyanet. Diyanet, dans l'état tel qu'il est fondé en 1924 avec une loi la fameuse loi de 3 mars 1924, la loi qui d'après moi, a instauré la République turque. Parce qu'avant, c'était le Şeyhülislamlık makamı. Şeyhülislamlık, c'était... Mais dont le financement était tout à fait basé sur des fondations et non pas sur des impôts ou bien sur d'autres choses. Le Şeyhülislamlık, le Diyanet à l'Ottoman, est basé sur le financement par les fondations. Ça, c'est très important, j'y reviendrai. Mais je ne suis pas un historien. Puisque je ne suis pas un historien, je ne vais pas entrer non plus dans ce détail institutionnel de la chose.
Moi, je suis professeur de sciences économiques, de finances publiques, d'où mon intérêt intellectuel en Dianet. Je vais essayer de vous expliquer. Le troisième aspect de la chose, c'est déjà là où on va discuter, c'est l'aspect juridique de la chose. Par l'aspect juridique, je veux dire, le Dianet, comme je viens de dire tout à l'heure, est fondé par une loi de 1924. C'est très important. Il y a l'article 136 de la Constitution qui définit le rôle et le fonctionnement, le rôle 136 de la Constitution turque, qui définit le rôle et le fonctionnement de Diyanet en Turquie. Et là, il met l'accent sur le principe de la laïcité. C'est-à-dire que l'article commence conformément au principe de la laïcité. C'est ainsi que commence cet article constitutionnel. Il y a après une loi très élaborée sur l'institution même, sur Diyanet. Donc, il y a un article constitutionnel et une loi de la Diyanet qui régissent les relations. J'y reviendrai, mais ici, il y a aussi un autre article dans l'ensemble des lois de la Turquie qui est très peu prononcé et qui est très, très important. C'est l'article 89. Si jusqu'à présent cela n'a pas attiré votre attention, je vous prie de mettre un peu l'accent là-dessus. C'est l'article 89 de la loi des partis politiques. En Turquie, ce n'est pas comme la France, les partis politiques sont gérés par une loi. Ce ne sont pas des associations, ce sont des institutions créées par la loi. Et cet article 89 de la loi sur les partis politiques dit la chose suivante. Tout parti politique qui a pour but de mettre la Diyanet en dehors de l'appareil de l'État sera fermé par la Cour constitutionnelle. Donc, ce n'est pas exactement dans ces mots-là, mais il y a énormément de partis politiques qui sont fermés par la Cour constitutionnelle. C'est parce que lorsqu'ils se sont instaurés, ces partis politiques, ils ont écrit que si on vient au pouvoir, on va mettre le Diyanet en politique. La grande majorité de tendances alévites ont été fermées par la Cour constitutionnelle. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux parce que je vais vous rappeler quelque chose. Il y a les 3 premiers articles de la Constitution turque, les 3 premiers articles, dont on ne peut pas les changer. Et le 4e article de la Constitution dit qu'on ne peut même pas proposer une modification de ces 3 premiers articles. Ce sont les principes de la République, la capitale Ankara, le drapeau, etc. Ça, je les comprends. Je comprends même qu'on peut, parce que la République est définie comme une république laïque, démocratique, État social, État de droit. Là-dedans, je ne vois rien qu'on peut proposer comme modification. Mais avec cet article sur les partis politiques, lorsque vous y écrivez que tout parti politique qui aura comme cible de mettre le Diyanet en dehors de l'État, si vous dites qu'on va fermer ce parti politique via la Cour constitutionnelle, cela signifie que l'article 136 de la Constitution relatif à la Diyanet devient un article inchangeable en pratique de la Constitution.
Et même, on ne peut pas proposer de mettre le Diyanet en dehors. C'est parce que tout parti qui le fait sera puni. Donc, la Diyanet, d'une manière indirecte, dans la langue turque, nous avons une expression qui dit « montrez votre oreille droite par la gauche ». Et de cette manière-là, la Diyanet est devenue un article inchangeable de la Constitution. On ne peut pas proposer de la modifier, cet article. C'est l'article, je répète, 89 de la loi des partis politiques. Et il est là depuis toujours. Et aucun parti politique a osé de commencer l'histoire par changer cet article de la loi sur les partis politiques. Parce qu'on peut changer cette loi des partis politiques. L'article 89 de la loi sur les partis politiques, on peut le changer. Mais j'ai jamais vu un parti politique qui a osé de faire cela. Et en tant que cet article est là, je répète, la Diyanet devient, l'article 136 de la Constitution, devient comme les 3 premiers articles de la Constitution, donc les articles inchangeables. Ça, c'est quelque chose de très rusé. Moi, j'emploie délibérément ce terme rusé, un peu malhonnête du système juridique turc, de faire ainsi de la Diyanet une institution inchangeable du système de l'État. On pouvait même proposer, par exemple, la fermeture du ministère de la Santé. Je blague, mais on pouvait même proposer cela. Mais un parti politique ne pourra jamais proposer de mettre, pas fermer, de mettre la Diyanet en dehors de l'appareil d'État. Donc, il y a un grand problème dans le contexte juridique de la chose. En plus, dans un pays dit laïque, je n'appellerai jamais l'État turc comme étant un État laïque, dans un État dit laïque, une institution comme la Diyanet est incompatible avec ce principe de laïcité. Parce que la laïcité, quand même, ce n'est pas un concept à la turque, c'est un concept universel. Bon, je vois que dans les pays différents, il y a des interprétations différentes de la laïcité, mais quand même, tous ces pays-là possèdent des points communs. Bon, je prends comme exemple les États-Unis et la France, qui sont les 2 grands pays dont leurs systèmes de sécularisme ou de laïcité sont totalement différents, mais ils ont des points communs quand même, qui sont très déterminants. En France, d'après la loi 1905, c'est une loi fantastique, formidable, à part la région dans laquelle je suis maintenant, il y a une séparation totale de l'État et de l'Église. Jamais un prêtre sera un fonctionnaire d'État. Aux États-Unis, avec le premier amendement de la Constitution, c'est à peu près la date de la Révolution française, presque. Ça fait donc plus de 2 siècles. C'est écrit clairement que aucun dollar sera octroyé à une association ou à un groupe ou à une croyance religieuse. Donc, normalement, ce que je dois dire dans la clôture de ce discours, de cette présentation, je le dis dès maintenant. Ma conception en moi de la laïcité, c'est comme ça que je conçois la laïcité, c'est la séparation complète du budget d'État, donc de la monnaie publique et des croyances. C'est ma conception personnelle. La séparation totale de la monnaie publique et des croyances. Bon, il y a à Istanbul des mosquées historiques merveilleuses, comme la mosquée bleue, le Süleymaniyye. Pour des raisons historiques,
ou touristiques, on peut les éclairer avec l'argent de l'État, c'est autre chose. On peut prendre soin de ces mosquées avec l'argent public. Mais ça n'a rien à voir avec les croyances. Donc, je reviens à mon concept maintenant, au quatrième concept. Le troisième, c'était juridique. Je reviens à mon sujet, qui est l'aspect fiscal de Diyanet. C'est déterminant. La Diyanet est financée par des impôts, par l'argent public, par le budget général. C'est une institution qu'on voit dans le budget général de l'État, comme le ministère de la Justice, comme le ministère de l'Éducation, comme l'armée, comme le ministère de la Santé, et aussi le Diyanet là. Si une institution est prise en compte dans le budget général de l'État et financée par l'argent public, moi je suis professeur de finances publiques, cela signifie que cette institution engendre du service public, produit du service public. Si une institution produit du service public, il est normal que cette institution, quel que soit, le ministère de la Santé ou bien l'armée ou le ministère de la Justice ou bien le ministère des Affaires étrangères ou la Diyanet, si cela produit du service public, cela signifie qu'il est normal qu'il soit financé par l'argent public. Mais revenons au concept du service public. C'est quoi un service public? Le service public, nous, les économistes, nous le définissons de la façon suivante. Un service public est un service qui, dans un contexte de probabilité, peut atteindre, peut ou ne pas atteindre, je le dirai pourquoi, tout citoyen de la République. Tout citoyen, sans exception. Je le dis pour la raison suivante, peut ou ne pas, parce que, par exemple, vous êtes né, vous grandissez jusqu'à un certain âge, vous vivez très très bien, vous n'avez eu aucun problème avec votre santé, et puis pour une raison quelconque, dans un accident de voiture, vous mourrez à 40 ans. Mais cela signifie pas qu'un jour, vous pouviez avoir besoin d'un hôpital public. Donc, c'est du service public. Ou bien, même si vous n'avez aucun problème de santé, au moins il y a des campagnes de vaccination qui vous protègent contre les épidémies, comme la sans exception. Mais si la Diyanet est financée par des impôts, comme par exemple le ministère de la Justice est financé par les impôts, là se trouve un grand problème juridique et financier, dans le sens que il y a, je ne sais même pas le nombre, énormément de citoyens de la Turquie qui ne profitent pas et qui ne veulent pas profiter et qui ne vont jamais profiter du service produit par la Diyanet. Donc, par définition, ce n'est pas un service public. Il y a je répète, des citoyens qui ne profitent pas. Ce sont des orthodoxes du pays, des Arméniens du pays, des Juifs du pays, des non-croyants du pays. La Turquie est un pays très complexe dans le sens qu'il y a beaucoup d'autres croyances, surtout au sud-est. Ces gens-là vont jamais profiter d'un service produit par la Diyanet. Donc, mais ces gens, puisque la Diyanet est financée par des impôts, puisque c'est financé par les impôts, ils payent des impôts qui vont à la Diyanet. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est vraiment inacceptable. Il faut trouver une solution à cela. Moi, personnellement, je propose
deux solutions. La première, c'est contre, si j'étais président d'un parti politique, je ne pourrais pas le dire parce que ma première proposition, c'est de mettre totalement la Dianet en dehors de l'appareil de l'État. Et si je le dis en tant que président d'un parti politique, le bon parti politique sera fermé, sera puni par la Cour constitutionnelle. On peut très bien mettre ça en dehors de l'État, donc le service produit par la Dianet, quel que soit son mode de financement. Moi, je ne vais m'intéresser plus à cette institution parce que moi, je ne paye pas des impôts. Je ne payerai pas des impôts pour cette institution-là. Après, ma seconde proposition, c'est un peu type allemande que je vais proposer. On peut toujours garder la Dianet dans l'appareil de l'État, mais le financement ne sera plus par des impôts généraux, par des impôts. Cette institution qui sera toujours dans l'appareil de l'État, mais cette institution sera financée par des types d'impôts qu'on appelle des fonds. En anglais, on dit earmarking, par des principes d'affectation. Parce que les impôts, par définition, ce sont des impôts basés sur la non-affectation des ressources. Que signifie la non-affectation des ressources? Tout le monde paye leurs impôts, tout le monde. On les met dans un bassin et le Parlement, à partir de ce bassin-là, où se trouvent tous les impôts payés par les citoyens, le Parlement les distribue à des services publics différents. En tout cas, pour le moment, y compris la Dianet. Mais si on peut créer un type d'impôt non pas basé sur le principe de non-affectation, mais basé sur un principe d'affectation. Donc, un citoyen, par exemple, peut payer 1% de son impôt sur le revenu, s'il le veut, s'il le signe, 1% de son impôt sur le revenu à la Dianet. S'il ne le veut pas, cet argent va dans la caisse de l'État, qui sera répartie parmi les autres services publics. Donc, seuls les gens qui veulent participer au financement de la Dianet seront là. Et une quantité, je ne connais pas très bien le nombre, mais une quantité énorme de citoyens, je dirais au moins plus de 20% du pays. Là, il n'y a aucun travail, il n'y a pas de travail là-dessus, il n'y a pas d'études là-dessus, mais je suis sûr que c'est au moins 20% du pays qui ne veulent pas participer au financement, à la forme actuelle du financement de la Dianet. Ils seront exemptés de l'impôt qu'ils payent, des impôts qu'ils payent pour la Dianet. Donc, c'est une solution beaucoup plus démocratique, mais les économistes appellent ça le second best, le second mieux ou meilleur. La première solution, c'est de laisser la Dianet à la société civile. Cette solution de laisser la Dianet à la société civile, donc pas de financement par les impôts, soit basé sur le principe de non-affectation, soit basé sur un principe d'affectation, mais par des contributions volontaires des citoyens. Cette solution, théoriquement, c'est la meilleure. Mais il y a une autre grande quantité de citoyens qui pensent que, dans ce cas-là, la Dianet sera un grand problème pour l'ordre social. Moi, je ne partage pas cet avis dans le sens que il y a la police et les juges de l'État. Si ces organisations de la société civile qui financent les mosquées, les imams qui sont là, et s'il y a quelque chose qui va à l'encontre, qui va dans le contresens de l'ordre public, c'est le devoir
de l'État de prendre soin de tout cela. C'est la même chose pour toute association imaginable. Supposez que vous avez fondé une association pour la survie des oiseaux. Et si dans cette association pour la survie des oiseaux, et si vous faites des choses qui vont au contresens de l'ordre public, probablement, l'État va intervenir là-dessus et va vous punir, c'est normal. Mais mon premier choix théorique, c'est de laisser le financement des mosquées, des imams et des muezzins. Muezzin, c'est celui qui lit la prière 5 fois par jour. Le imam, c'est celui qui tient la mosquée. Dans chaque mosquée, au moins, même dans la plus petite mosquée, il y a au moins un muezzin et un imam, normalement. Parce que normalement, les muezzins, ils chantaient le ezan avec leur propre voix. Maintenant, ça se fait avec des appareils technologiques. Par conséquent, les muezzins ne sont plus là. Mais dans l'état actuel des choses, il y a à peu près 140 000 imams, muezzins ou d'autres employés de la Dianet. 140 000. Et je demande surtout à mes amis, à nos amis françaises et français, vous imaginez une institution de l'État qui emploie 140 ou 150 000 fonctionnaires d'État payés par des impôts et qu'on dise toujours à cet État-là un État laïque. Ça, c'est inconcevable. Je répète, ma conception de laïcité, c'est la séparation totale de l'argent public et de la mosquée. Ou pas la mosquée, dans toutes les institutions religieuses. Ce n'est pas uniquement la mosquée. Toutes les institutions religieuses. C'est comme ça qu'on peut définir la laïcité. La loi de 1905 a fait d'une manière ou d'une autre cela. Le premier amendement, le First Amendment de la Constitution américaine, un amendement de 3 lignes, mais quelque chose de fantastique, a réglé cette histoire. A réglé d'autres choses aussi, comme la liberté d'expression ou comme la liberté de démonstration dans les rues, et en 3 lignes, et cela depuis 250 ans. C'est formidable. En Turquie, il y a des partis politiques ou des groupes sociaux qui critiquent très sévèrement la Dianet, mais qui critiquent par exemple l'ampleur du budget. Ça, je trouve ça très... Je ne veux pas employer un mot péjoratif, mais je ne vois pas un sens. Même si le budget de Dianet, qui est énorme maintenant, qui dépasse plusieurs ministères, si on l'a réduit à 10%, l'essence de la chose ne change pas. Il faut octroyer aucune lire turque à une croyance, y compris la Dianet. Donc, que le budget soit petit ou très grand, ça ne change pas la chose. Que le personnel employé dans la Dianet soit 150 000 ou 5 000, ça ne change rien. Il faut voir la chose dans son aspect théorique. Il faut les mettre en dehors de l'appareil de l'État ou les financer par un système fiscal basé sur l'affectation des ressources. Donc, si moi, je ne veux pas participer au financement de la Dianet, je signe un petit papier là où je travaille, et je dirais 1% de mon impôt sur le revenu, je veux qu'il reste dans la caisse de l'État, mais pas à la Dianet. Il y a pas mal de gens qui voudront que je signe pas ce papier, et excusez-moi, je signe ce papier dans le sens que 1% de mon impôt sur le revenu, qu'on le verse à la Dianet. Donc, Dianet aura un budget spécial qui sera financé par les volontaires. Donc, il ne sera pas financé par
par les Arméniens de la Turquie, par les orthodoxes de la Turquie, par les juifs de la Turquie, par les non-croyants de la Turquie. Donc, ce sera un système beaucoup plus juste en somme. Donc, je pense que je m'approche vers la fin de cette une demi-heure, mais je finirai par une blague. Quand j'étais en Turquie et que j'apparaissais à la télé dans des questions relatives à la Dianet, je rigolais en disant la chose suivante, parce que puisque la Dianet est financée par des impôts du budget, il est aussi financé, donc dans ces impôts qu'on verse à la Dianet, il y a aussi le TVA. Le TVA, c'est sur la valeur ajoutée. C'est un impôt indirect, par exemple. C'est un impôt indirect. Ça existe aussi pour le vin, pour le raki, pour le zoturk, pour le raki, pour le vin. Donc la Dianet est aussi financée par l'impôt qu'on paie pour le raki. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est drôle. Donc, il faut trouver une solution à cela. Il ne faut pas avoir peur de la religion. C'est ça l'essence de la chose. La religion, comme toute autre activité politique ou de croyance, peut être contrôlée par l'État. Mais dans la mesure où ils sont contre l'ordre public, dans le sens qu'ils respectent l'ordre public, je pense que l'État aura rien à voir dans cette histoire-là. Laissons-les tranquilles. Il faut les financer par des impôts basés sur des principes d'affectation. Et voilà. Je suis prêt à vos questions. Okay, très bien.